Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la FEO en lien pour la présentation de Céline Duguay et de Janine Ruinda qui s'intitule Créer des milieux scolaires et communautaires où règne la sécurité, la force et la liberté. OTF travaille assez souvent avec COPA et c'est toujours avec grand plaisir que nous travaillons avec les membres du COPA qui sont toujours des personnes exceptionnelles et je crois que évidemment Céline et Janine ne font pas exception à la règle. Euh, on a un petit groupe aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, probablement pour toute une série de raisons, mais le fait qu'il fasse très très beau en Ontario aujourd'hui est peut-être une des raisons. Et aussi, il y a un peu de saturation au niveau des webinaires Zoom parce que les professeurs sont sur Zoom tous les jours depuis le début de la pandémie. Et, et donc, voilà, on a remarqué qu'il y a un peu de saturation quand on compare avec le nombre de participants qu'on avait au printemps et maintenant, on en a quand même un peu moins. Mais enfin, voilà, donc on sera en petit comité et ça nous permettra comment dirais-je, ça nous permettra d'être plus interactifs et voilà, quoi, donc de pouvoir tous parler. Euh, attendez, ma présentation. Alors, avant de débuter, OTF nous demande de partager avec vous un petit message concernant la reconnaissance des territoires autochtones. Nous tenons d'abord à souligner que nous sommes rassemblés sur les territoires de divers peuples autochtones. Nous reconnaissons en outre leur intendance de ces terres dans lesquelles nous vivons, apprenons, travaillons et jouons. Alors, donc, comme je l'ai dit, nous avons aujourd'hui Céline Duguay et Janine Ruinda pour cette nouvelle présentation de la FEO en lien. Céline Duguay est une collaboratrice du COPA depuis 1996. Elle y occupe actuellement le poste de formatrice et d'agente de soutien du programme des travailleurs et travailleuses d'établissement dans les écoles. L'engagement de Céline dans les actions visant la justice sociale et le renforcement des capacités des individus et des collectivités la motive à poursuivre un mandat de sensibilisation et d'éducation afin de faire connaître les droits de la personne, plus particulièrement ceux des enfants et des personnes vulnérables à la discrimination et à la violence. Céline est la maman de 4 enfants. Elle s'investit dans plusieurs groupes communautaires qui soutiennent les familles et les jeunes dans sa communauté. Alors, Janine Ruinda est la seconde présentatrice aujourd'hui. Elle est animatrice et productrice de contenu vidéo pour le COPA. Elle poursuit ses études en équité et droit de la personne à l'Université de York à Toronto. Elle se réjouit de pouvoir animer des ateliers du COPA, notamment en raison des répercussions positives qu'ils ont sur les jeunes. Elle travaille très fort pour créer des milieux sécuritaires dans lesquels toutes les personnes peuvent s'épanouir et vivre au sein de collectivités qui sont à l'écoute de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Sa passion pour la justice sociale et les droits de la personne oriente son travail d'artiste visuel. Son art met en valeur les droits des personnes de la communauté noire, sa diaspora et le changement social. Donc voilà, à ce moment-ci, je vais demander à Céline de commencer sa présentation. Tu peux y aller, Céline, tu peux partager ton écran quand tu veux. Moi, je vais arrêter de partager le mien et je vais aussi éteindre ma vidéo à ce moment-ci. Vas-y, merci. Merci. Alors, est-ce que tout le monde peut bien voir? Je crois que oui. Oui, on te va voit. être en présentation. Oui, Merveilleux. on te voit très bien. Pas de problème, merci. Merveilleux. Alors, bienvenue à tous. Oui, on est un petit groupe, mais ça va permettre des échanges si vous avez envie de poser des questions, de nous faire part de vos réflexions. S'il vous plaît, ne vous gênez pas. Vous pouvez le faire à travers le clavardage ou en ouvrant vos micros. Ça va vraiment nous faire plaisir de discuter avec vous. Alors, cette présentation, créer des milieux scolaires et communautaires où règne la sécurité, la force et la liberté. Au COPA, pour nous, ces trois droits-là, la sécurité, la force et la liberté, sont des pierres angulaires qui vraiment orientent notre travail dans les écoles et dans la communauté. Alors, le COPA, on existe depuis 25 ans cette année.
On est vraiment très, très fiers du parcours du COPA et on a gagné à travers ces années des prix de reconnaissance parce que notre travail amène vraiment à apporter un changement dans les communautés scolaires et on est vraiment, vraiment très, très fiers de ça. Pour nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, on travaille à pouvoir rendre les voix de ceux et celles qui sont les plus vulnérables dans la société. On veut faire entendre leur voix. Puis ben, pour ça, il faut travailler tous ensemble, puis vraiment dans le but que tout le monde se sente en sécurité, peu importe qui ils sont, peu importe où ils vivent, qu'ils se sentent la force aussi de pouvoir être autonomes, de pouvoir défendre leurs droits, puis aussi ben, qu'ils se sentent libres partout où ils vont, puis aussi libres de pouvoir faire porter leur voix dans la communauté. Nos programmes sont orientés vers la prévention de la violence et la prévention de l'intimidation dans les écoles. On offre nos ateliers aux enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. On a aussi des formations destinées au personnel enseignant, telles que celle-ci, puis aussi aux parents et aux familles. Donc, COPA croit vraiment que c'est important de travailler de façon holistique. Alors, quand on arrive dans un milieu scolaire, bien, on veut s'assurer que tous les participants, tous les agents de ce milieu scolaire-là puissent recevoir l'information, les outils et les ressources nécessaires pour pouvoir réduire la violence dans les écoles. Jusqu'à présent, on a offert au-delà de 500, les élèves, il y a au-delà de 150 000 élèves et 20 000 adultes qui ont bénéficié de nos programmes. Et puis, on collabore avec différents conseils scolaires. Bon, là, ici, pour le comté de Simcoe, mais aussi à travers la province de l'Ontario. C'est vraiment exceptionnel comme travail à travers les années. Donc, aujourd'hui, je vais passer la parole à Janine, en fait. Vas-y. Oui, donc aujourd'hui, on sera ensemble pour 1h30 environ et on aime toujours commencer nos ateliers avec des objectifs pour vous et vous pouvez choisir un de ces objectifs comme option juste pour sortir de notre atelier avec quelque chose que vous avez dans vos mains. Donc, soit vous pouvez choisir une nouvelle vision ou un nouvel outil, un bloc de temps pour apprendre ou explorer davantage, ou un engagement à combattre l'oppression au cours du mois. Donc, soit vous pouvez l'écrire ou le tenir à cœur, mais oui, on peut passer à la prochaine. On veut vraiment passer cette session ensemble pour pouvoir apprendre ensemble. Donc, on est toujours, au COPA, on considère qu'on est toujours dans une optique d'apprentissage à tout moment. Quand on travaille avec les gens, on apprend de leurs expériences de vie, on apprend à travers les discussions qu'on a ensemble aussi. Puis pour apprendre ensemble, c'est vraiment de garder le cœur ouvert, l'esprit ouvert aussi, de prendre le temps avec nos malaises parce que c'est pas facile de parler d'oppression, de parler de racisme, de parler de violence. Ça crée des malaises. Fait qu'on a besoin de prendre le temps de pouvoir les reconnaître, ces malaises-là, pour qu'on puisse mieux avancer aussi. Le partage et l'écoute, toujours important. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de l'apprentissage. Et avoir l'humilité et de l'autocompassion aussi. Parce que quand on reçoit une nouvelle information, souvent on se dit, oh, on pense dans le passé, tu sais, les gestes, les pensées qu'on a eues autrefois ou
peut-être les choses qu'on a apprises qui sont peut-être pas compatibles avec ce qui se passe maintenant dans le monde. Fait que c'est vraiment important, l'autocompassion, parce que à partir du moment où on a une nouvelle information, bien, c'est à ce moment-là qu'on peut tranquillement aller vers la transformation puis faire des nouveaux choix. Oups, pardon. Est-ce que tu es là, Janine? Oui. OK. Oui, c'est à toi. Ah, désolée. Oui. Alors, lutter contre les injustices qui ont été accentuées pendant la pandémie. Puis ça, on l'a vu un peu partout, on l'a vu dans les médias, on l'expérimente aussi dans nos milieux de travail, dans les écoles. La pandémie a vraiment eu un gros impact sur les injustices. Ça les a fait ressortir plus, en fait. Alors, nous, on considère que l'oppression, ben, c'est une pandémie. Alors, quand on l'associe à celle-ci, une pandémie au niveau de la santé physique, ben, on peut comprendre qu'on va voir les signes d'oppression de beaucoup plus près. Puis, on est ici aujourd'hui pour mieux les comprendre, ces signes-là. Il y a l'intersectionnalité aussi qu'on a besoin de considérer. Donc, quand on parle de racisme, mais ce n'est pas juste en lien avec la couleur. Oui, le racisme, mais il faut considérer aussi que, par exemple, une personne noire peut être une femme, elle peut être une personne aussi immigrante. Alors, c'est pas juste, l'identité n'est pas juste dans la couleur de la personne, mais aussi dans toutes les différentes facettes de son identité. Puis quand on discute d'oppression, ben, il faut prendre en considération l'intersectionnalité. Le sexisme et la misogynie. On a besoin de prendre le temps de vraiment regarder l'impact que la pandémie a eu sur les femmes puis la violence envers les enfants. On en parle beaucoup de la violence conjugale. On sait que beaucoup de femmes ont été très isolées pendant cette pandémie, surtout au début. Et que la violence envers les enfants aussi a augmenté considérablement parce que ça a créé un stress incroyable sur les familles. On va regarder aussi le racisme contre les personnes autochtones. Donc, c'est important de prendre ça en considération quand on parle de racisme parce que souvent, on va penser tout de suite aux personnes qui sont issus de l'immigration ou les personnes qui ont la couleur noire ou toute la diaspora. Donc, c'est important vraiment, les personnes autochtones qui vivent avec nous, eux aussi, vivent des incidences de racisme et ça depuis très longtemps d'ailleurs, donc il faut reconnaître ça. Bon, le racisme contre les personnes noires, le racisme contre les personnes de l'Asie de l'Est. Alors, ces personnes-là ont aussi été blâmées beaucoup pendant la pandémie parce que, bon, on a vu les effets de cette pandémie ont eu un ravage assez important d'abord en Chine. Fait que ça a créé un peu de xénophobie. Alors, c'est important d'être sensible à ça. Le classisme et l'exploitation. Alors, les travailleuses et travailleurs de première ligne et les droits à la sécurité au travail, un travail sécuritaire. Fait que la pandémie a fait ressortir ça aussi beaucoup. On a réalisé que les gens qui sont souvent les moins payés dans notre société ont été les gens sur qui on a compté le plus. Donc, c'est important vraiment d'être conscient de ça. Et l'individualisme a amplifié tout ce qui est en lien avec l'oppression. Puis, on a un peu l'impact sur la communauté est devenu un peu invisible. On a comme essayé peut-être de
faire porter le blâme sur certaines personnes ou sur certains groupes dans la communauté. Alors, puis on a vu aussi, puis on l'a vu beaucoup aux États-Unis, surtout, que la maladie était disproportionnée dans les communautés de couleur parce qu'on a fait moins de sensibilisation, moins d'intervention dans ces communautés-là. Fait que, vraiment, la pandémie a fait ressortir beaucoup d'injustices, puis je pense que un côté positif de ça aujourd'hui, c'est qu'on en parle de plus en plus. Alors, la première question qu'on va vous poser présentement, c'est qu'est-ce que vous avez entendu de la part des élèves et des familles au sujet de l'inéquité? Alors, dans les écoles, autour de vous, dans votre communauté scolaire, c'est quoi les commentaires qui sont ressortis au sujet de l'inéquité? Pour nous, à Toronto, mais partout dans la province, mais je dirais que ce que j'apprécie énormément, c'est le fait que les réalités quotidiennes auxquelles certains élèves de notre école font face, telles comme le racisme suite aux émeutes, aux situations actuelles, à la sensibilisation réalisée par Black Lives Matter et d'autres organismes, commence à être un peu plus présent dans nos curriculums en plus de notre école. Ouais. Puis la valorisation du vécu de l'élève est un peu plus présente dans notre école, dans certaines matières, avec certaines enseignantes et certains enseignants. La seule chose que je dirais que c'est un peu triste, que c'était nécessaire qu'il y ait eu des émeutes, des situations assez difficiles et vraies et présentes partout dans l'Amérique du Nord et d'autres régions du monde pour que ces changements initiaux aient commencé. Ouais. Alors, on souhaite que ceci soit un peu plus valorisé, que les réalités de nos élèves soient plus valorisées dans toutes les matières, dans tous les niveaux scolaires bientôt, particulièrement nos élèves racisés. Oui, merci beaucoup. Puis vous avez tout à fait raison. Malheureusement, ça a pris que ça brasse un peu partout dans le monde pour créer cette espèce d'éveil, je peux dire, comme une sensibilisation au fait que des gens, tous les jours, souffrent de l'iniquité qui est présente dans notre société. Puis, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Oui, il y a aussi l'inéquité dans l'éducation lorsque les enfants commencent à suivre les cours en ligne. Bon, on demande, par exemple, si on leur demande, bon, il y a une équité parce que tous n'ont pas une bonne réception Wi-Fi. Ouais. Parfois, ils sont surprotégés et dans des situations familiales qui ne sont pas bonnes. Bon, ça, c'est le choix des parents. Et puis aussi, c'est que, par exemple, on dit, OK, moi, ça m'a assez choquée. Je n'étais pas consciente de ça. Bon, en immersion française, j'avais une petite fille qui n'avait pas de jouet, n'avait rien comme manipulative. Et j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a dans le recyclage? Et elle n'avait que des bouteilles en verre. Et puis, elle a réussi à se confectionner 70 manipulatives avec mais seulement 70, avec des sortes de vrillons, vous savez, qu'on met dans les empaquetages. C'était petit et c'était bien. Et ça m'a brisé le cœur parce que, en fait, il fallait des manipulatifs jusqu'à 200 et elle a compté jusqu'à 70. Et puis j'ai dit, mais c'est pas grave. Tu peux recompter les mêmes manipulatives. Et puis bon, moi, ce que je veux savoir, c'est que tu sais compter jusqu'à 200. Alors, elle s'est mise à rire, mais elle avait les larmes aux yeux. Et ça m'a brisé le cœur parce que, bon, il y avait une grosse différence. Elle n'avait ni joué, ni... c'était une petite fille, bon, les parents avaient de bonnes valeurs, elle n'était pas négligée, loin de là, mais de voir une telle inégalité, alors qu'il y avait des enfants qui avaient des caisses de Lego. Ils ne savaient pas combien d'ailleurs. Ouais.
Oui, effectivement. Fait on peut voir que l'iniquité peut avoir un impact à plusieurs niveaux, dont justement sur l'apprentissage, n'est-ce pas? Alors, puis pourtant, l'apprentissage, c'est un droit, c'est pas un privilège. On devrait avoir, chaque enfant, chaque personne devrait avoir ce droit-là de pouvoir apprendre. Puis là, quand ils sont en présentiel dans la classe et que dans les écoles, il y a tous les outils pour cet apprentissage-là, on ne pense pas à qu'est-ce qu'il y a à la maison, qu'est-ce qu'il n'y a pas à la maison, parce que les enfants viennent à l'école et tout est là. On essaie de diminuer l'iniquité à travers les écoles. Oui. Et là, au début de cette année scolaire, dans les petites classes, j'ai fait 1 mois dans une petite classe, parce que je suis maintenant suppléante. Et les enfants, je les voyais. Et puis ensuite, je viens de remplacer, là, avant-hier, dans une autre classe. Et là, les enfants, on ne les voit plus. Donc, on ne peut pas voir ce qui se passe, un minimum, ce qui se passe chez eux, s'ils sont bien traités. Et ça, je trouve que c'est tellement grave. On ne se voit pas s'ils font leur travail. Alors, moi, je suis assez perplexe parce qu'il y a des enfants qui ont sans doute des conditions physiques qui ne permettent pas de les envoyer en classe. Et ils doivent avoir l'éducation en ligne comme les autres. Oui, oui. Fait que l'accès à la technologie, l'accès à des outils d'apprentissage, on voit qu'il y a des iniquités. Puis ça, c'est juste une petite partie des iniquités à laquelle font face les enfants, les jeunes, puis toutes sortes de personnes dans nos communautés puis dans notre société. Et puis, excusez-moi. Non, s'il te plaît, vas-y. Non, allez-y. J'ai parlé beaucoup. Non, c'est pas. Puis les équités, c'est à tous les échelons, parce que même au niveau des profs, d'ailleurs pour ça, j'ai arrêté d'enseigner en ligne à temps plein, parce que ce n'était pas mon plan. Puis vraiment, dans cette période, il faut suivre beaucoup de cours, parce qu'il y a beaucoup de ressources en ligne, des manipulatives en ligne, tout un tas de choses. Mais il faut du temps pour ça, et c'est fatigant. Alors, on ne peut pas demander à un prof d'assumer sa charge de cours et puis, en même temps, de suivre tous ces cours qui ont parfois lieu pendant le déjeuner. Alors, il y a une charge, il y a des conditions de travail que le ministre de l'Éducation a mis sur le dos des enseignants qui sont vraiment injustes, et des directions aussi. Oui. Alors, ça c'est encore... Ça rejoint les conditions de travail. Oui, effectivement. Janine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste lire le commentaire que Juliana avait dit. C'était les étudiants à distance ont plus une tendance ou besoin à travailler les emplois. Donc, on voit aussi que moi aussi, j'ai entendu parler de comment les jeunes qui sont un peu plus âgés, qui sont capables de travailler, ils se donnent plus d'heures au travail au lieu de les heures dans leurs études. Et on voit aussi, c'est ça. Merci beaucoup pour vos partages. Bon, là, il ne veut plus avancer. Et voilà. Oups. Ouais. Là, il a trop avancé. Attendez. Voyons. Fermez vos yeux. Je vais arrêter le partage. Je vais retourner vers le... Je suis désolée. Des fois, ça... Pas de problème. J'adore la technologie quand ça fonctionne. Oui, c'est ça. Oui, quand ça fonctionne, c'est génial, mais quand ça ne fonctionne pas, que tout disparaît... Ne t'inquiète pas, prends ton temps, Céline, il n'y a aucun problème.
Moi, je vais peut-être rajouter quelque chose aussi au niveau des inéquités, c'est quand même les personnes âgées qui sont quand même, enfin évidemment, ici on parle beaucoup des étudiants et des enfants. C'est aussi le but de cette présentation aujourd'hui, de parler des enfants, mais aussi des personnes âgées. C'est vraiment très difficile parce qu'ils sont les plus touchés au niveau de la mortalité avec la pandémie et aussi souvent très isolés. Et bon, enfin, moi, je ne m'identifie pas comme une personne âgée, évidemment, mais je suis un immigrant ici au Canada. Et évidemment, toute ma famille est en Europe, toute ma famille est en Belgique. Et je sais à quel point, à un certain moment, quand on est âgé et qu'on n'a pas sa famille autour de soi, ou ses amis, ou les cercles familiaux, les cercles de relations sur lesquels on peut compter, que la pandémie est très, très difficile. Oui. Alors voilà, je vois de nouveau ta présentation. Oui, et voilà. Ok, parfait. Ben, Elle est revenue. On repart. Merci. Oui. Oui, donc merci tout le monde pour le partage. C'est très enrichissant déjà. Et donc au COPA, quand on parle des changements positifs, on veut adresser ça de façon systémique et individuelle. On croit que les changements positifs peuvent arriver et comment on avait dit déjà que notre approche est holistique. Nous croyons que être capable de changer les injustices et d'amener un changement positif, ça doit arriver d'une façon de niveau systémique et de niveau individuel aussi. Mm-hmm. Donc, par où commencer ou par où recommencer? Donc, pour commencer, il faut vraiment regarder dans le passé et les effets de la colonisation. Donc, au Canada, la colonisation, quand on regarde la colonisation, on doit le regarder d'une manière de comment le capitalisme et l'esclavage sont des principaux fondateurs de notre pays et bien d'autres endroits dans le monde. Et quand on regarde à ces deux concepts, parfois, ça nous arrive qu'on croit que l'esclavage n'a pas vraiment arrivé ici à notre pays parce que aux médias sociaux ou dans notre histoire, on le voit que ça est arrivé aux États-Unis, mais vraiment, la même chose est arrivée ici. Et notre pays a été fondé de cette manière. Ça veut dire que la suprématie blanche, l'hétéropatriarcat, et notre société est une société capitaliste. Et ça veut dire que notre société, nos environnements scolaires, dans notre communauté, ça c'était créé et établi pour une type de personnes. Et ça, c'est pour les personnes qui sont blancs, les hommes. Et ça, c'est des choses qui causent des injustices dans notre communauté. Les individus et les communautés ne sont pas de déficits ni de problèmes à régler ou à blâmer. Donc, quand on regarde aux injustices, on le voit d'une façon systémique et non seulement et pas à cause des individus. Donc, on va prendre ça à tête pendant notre atelier et garde ça à tête parce que quand on parle des injustices, on parle de ça de façon plus grande que juste seulement notre responsabilité. Nous avons tous une responsabilité, mais on va regarder ça à ça de façon plus... de façon systémique, justement. Ouais. Oui, effectivement. Merci, Janine. Merci. Donc, on va... le COPA a développé au fil des années toutes sortes de ressources, des boîtes à outils qui incluent des vidéos, des discussions, des ressources imprimées aussi pour le personnel enseignant. Puis pour nous, c'est vraiment important de pouvoir... tout à l'heure, on va aller faire un petit tour sur les pages web qui ont été créées par le COPA. On en a une spécifiquement pour le personnel enseignant, puis on en a une pour les parents aussi. Puis on adresse dans les sites web toutes les informations en lien avec les injustices,
Et à ce moment-là, comme on peut proposer à ouvrir le dialogue avec les étudiants, avec les autres membres du personnel dans les milieux scolaires, puis aussi avec les parents quand on parle d'oppression ou d'injustice en lien avec le racisme, le sexisme ou l'homophobie. Mais là, aujourd'hui, on va parler surtout du racisme, mais ces ressources-là sont vraiment exceptionnelles. Puis on a des ressources aussi qui ont été créées pour les communautés autochtones, mais qui peuvent très, très bien être utilisées dans toutes les salles de classe, dans n'importe quelle communauté. Céline, Jimmy a dit j'ai partagé ces ressources à plusieurs reprises avec beaucoup de personnel enseignant. On est vraiment chanceux de les avoir. Oui. Merci. Merci. Je vais juste switcher mon partage pour qu'on puisse aller voir rapidement Copa Habitat. Fait que je vais arrêter mon partage puis je vais aller chercher la page web pour qu'on puisse regarder ensemble. Copa Habitat. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est Copa Habitat, c'est le site web pour les parents. Alors, comme vous voyez ici, c'est différentes des petits sujets. Là, ici, il y a les boîtes à outils, puis je pense que ça, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on peut retrouver le plus, bon, ça, c'est en cercle ensemble, en cercle en classe, puis c'est les petites... on a des courts-métrages, on a des guides. Il y a un blog aussi si vous voulez discuter. Fait que je vais juste vous montrer rapidement. C'est ça. C'est toutes sortes de petites vidéos sur la fierté culturelle, l'équité et la diversité, les écoles sécuritaires accueillantes et inclusives. Fait qu'il y a tout plein de petites vidéos, il y en a vraiment beaucoup, que vous pouvez partager dans vos classes aussi. Là, c'est vraiment des outils. Puis chaque vidéo est accompagnée d'un guide. Le guide est imprimable, puis on parle de, tu sais, qu'est-ce que nous, on peut faire comme personnel dans les écoles ou comme intervenant communautaire. Alors, on pose des questions sur la petite vidéo, comme ça, on peut faire une analyse. Et fait que ça, c'est des outils qui sont vraiment très... c'est stimulant pour tout le monde, pour les parents, pour les enseignants, pour les élèves, puis ils sont faciles à utiliser, faciles à avoir accès. Fait que ça, c'est Copa Habitat. Bon, là, j'ai... OK. On va retourner vers la présentation. Merci. Donc, c'est à moi. Donc, oui, donc le racisme anti-noir. Donc, comme nous avons mentionné un peu avant, l'intersectionnalité. Donc, l'intersectionnalité joue un grand rôle dans le vécu des personnes noires et comment elles subissent le racisme. Si on prend par exemple une femme noire qui est trans, dans la communauté LGBTQ+, une femme noire qui est trans va subir plus de violence qu'une femme noire avec la couleur de peau qui est blanc. Parce qu'il y a une intersection entre le racisme et la transphobie. Donc ça crée beaucoup plus de défis pour la femme noire qui est trans. Et c'est la même idée par rapport à, si on prend comme exemple un jeune homme qui est musulman aussi, il y a une intersection entre l'islamophobie et le racisme. Et dans nos sociétés canadiennes, ça crée beaucoup plus de défis pour les personnes noires. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui arrive aux États-Unis. L'esclavage est arrivé aussi au Canada. Et durant la traite transatlantique,
des esclaves, un grand montant d'Africains ont été vendus au Canada aussi. Et souvent, on croit ce qu'on voit. Donc, par exemple, que ce qui est arrivé aux États-Unis récemment, avec George Floyd, avec Ahmaud Arbery, avec Breonna Taylor. On voit ces choses-là et sont des nouvelles qui sont très importantes dans nos nouvelles, mais aussi à Toronto, on a Regis Krasinski-Paquette, et ça, c'est une femme juste à Toronto qui a subi de la violence de la police, de la part de la police. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent ici au Canada aussi. C'est pas juste aux États-Unis et notre histoire. C'est intéressant comment notre histoire, ça arrive avec la même chose. Quand on lit nos livres d'histoire, on voit pas les histoires des Noirs et comment ils ont vraiment été résilients. Et je vais élaborer un peu plus, mais les héritages continuent aujourd'hui, notamment dans l'éducation. Et on peut le voir dans nos curriculums qui sont eurocentriques. Donc, comment la manière que nos curriculums ont été fondés, c'était pour bénéficier les Blancs et d'expliquer l'histoire des Blancs dans notre histoire. Et on peut voir ça aussi dans notre système d'éducation, que les élèves noirs sont suspendus et expulsés de manière disproportionnée. Et il y a une raison pour ça. Et c'est ça vraiment le racisme systémique. Et le point qui dit effacement complet et ou appropriation de la résistance, de la force et de la résilience des Noirs, ça, c'est une autre forme de racisme systémique. Parce que c'est comme dans notre histoire, l'histoire des Blancs s'est mise de l'avant dans notre pays et comment notre pays a été réalisé. On n'enseigne pas vraiment les histoires des Noirs et comment les Noirs étaient résilients, comment les esclaves ont combattu les temps qui étaient très graves. Et oui, et comment la libération n'était pas seulement par rapport aux efforts des Blancs, mais c'était vraiment les efforts des Noirs. Et ça, c'est vraiment une façon de minimiser les Noirs et de garder... de les mettre silence, comme de garder la silence envers les Noirs. Et c'est des choses qui arrivent à tous les jours. C'est pas quelque chose qui est nouveau non plus. Je pense que parce qu'on était en pandémie, tout le monde était à la maison, en quarantaine, et ce qui s'est passé aux États-Unis a été élevé, et c'est bien, c'est quelque chose qu'on doit en parler, mais dans ce cas, c'est vraiment quelque chose qui est pas nouveau. Et oui, et les douleurs que les Noirs subissent, la violence, les microagressions, les traumatismes, c'est toutes des injustices qui sont subies à tous les jours. En plus de ça, les Noirs sont obligés, genre, de prouver leur vécu du racisme anti-noir aux institutions et aux individus et aux membres de leur communauté. Donc, on va juste passer à la prochaine. Oui, donc, ici, on voulait mettre une image qui vous montre ce qui est acceptable dans notre société en tant que raciste. Oh. OK, merci. Oui, les différentes formes de suprématie blanche. Donc, il y a des choses qui sont acceptables dans notre société, et il y a des choses qui sont inacceptables dans notre société. Et est-ce que vous remarquez quelque chose qu'est-ce que vous remarquez vraiment? Avant de même lire la liste, qu'est-ce que vous remarquez entre les deux? Avant de lire. Personne lit avant de même lire. Je ne suis pas sûre que je comprends bien la question.
Qu'est-ce que tu remarques la différence entre les deux types de suprématie? Donc, en haut, on a la suprématie blanche qui est inacceptable dans notre société. Ensuite, en bas de la barre noire, on voit qu'il y a la suprématie qui est acceptable dans notre société. Qu'est-ce que tu remarques? C'est quoi la différence? Avant de lire ce qui est là, qu'est-ce qu'on peut juste voir? Si on regarde les éléments textuels, on voit la pyramide bleue et des étiquettes sous la barre noire. Et oui, donc... Il y a du vert aussi que je ne vois pas très bien parce que je vois vos photos, mais suprématie blanche et puis société, là je ne vois pas bien à cause qu'il y a les photos qui cachent. Il me semble qu'il y a un grand déséquilibre, un manque d'équilibre, qu'il y a tellement de choses qui sont socialement acceptées et certaines choses qui ne sont pas inacceptables. Alors, ça dit qu'il y a peut-être une emphase mise sur ignorer et peut-être d'être ignorant, de ne pas reconnaître les réalités quotidiennes auxquelles plusieurs personnes racisées font face. Oui, merci. Effectivement, c'est ça. Et il y a des choses qui sont inacceptables dans notre société, comme le blackface, le groupe KKK, utiliser le mot qui commence par N. Ça, c'est des choses qui sont évidentes et c'est des choses qui sont déclarées en tant que la suprématie blanche. Mais comme Jimmy avait mentionné, il y a une liste qui est tellement plus grande qui sont des choses qui sont acceptables dans notre société. Ce sont des choses que... et c'est justement pour ça que le racisme est tellement... le racisme, les Noirs vivent le racisme à tous les jours parce qu'il y a beaucoup plus d'actions et d'agressions que les Noirs subissent qui sont acceptables dans notre société. Par exemple, le déni du privilège blanc. Si on dit des choses comme oh, tu es tellement éloquent et le complexe du sauveur blanc, c'est des choses qui sont qu'on vit à tous les jours en tant que Noir. C'est des choses que moi, je vois à tous les jours qui sont vraiment acceptées dans notre société. Donc, comme on peut voir, il y a beaucoup plus de travail qui doit être fait dans nos communautés, dans nos environnements scolaires. Et je pense qu'on va vous envoyer cette graphique par après, juste pour que vous pouvez prendre un peu de temps de lire et voir et faire un peu de recherche de c'est quoi ces mots, c'est quoi cette liste et voir comment peut-être si vous contribuez, par exemple, à des choses ici et oui, juste prendre le temps de s'éduquer un peu plus par rapport à ce qui est acceptable dans notre société, mais qui est encore le racisme, en effet. Donc, y a un commentaire que j'aimerais faire. Oui. Au sujet du curriculum eurocentrique. Moi, je travaille dans le conseil scolaire anglais, le TDSB, et bon, il y a le curriculum, et en études sociales, on doit tenir compte de tous les groupes ethniques. On a un mois pour l'héritage afro-américain. Ça fait partie du curriculum. Ce qu'on trouve moins, ce qui était difficile, j'ai quand même enseigné pendant, je dirais, 18 ans. Bon, tout à fait au début, je prenais exemple sur les profs en anglais parce qu'eux avaient des bons livres. Et je me suis mis à acheter beaucoup de livres en français sur les Noirs américains, afro-américains. J'ai fait mes recherches. Parce que quand je téléphonais à la Société de généalogie de Toronto, on me disait, mais il n'y a pas eu d'esclavage ici. J'ai dit, oui, il y en a eu. Alors, parce que j'avais fait des recherches. Alors, j'étais contente au TDSB parce qu'il donne vraiment beaucoup de ressources. Et bon, le curriculum est ce qu'il est, mais on peut y apporter ce qu'on veut.
je dirais, pour les Afro-Américains comme pour les Premières Nations. Et ce qui rend service, c'est tous les documents en ligne que les Premières Nations ont mis. Dans les cas des Afro-Américains, ben, il y a beaucoup d'auteurs qui ont publié des choses assez sophistiquées, mais à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de ressources en ligne pour les profs. Oui, vas-y, Céline. Oui, il faut souvent aller au-delà de qu'est-ce qu'on nous présente. Puis c'est pour ça qu'on nomme le curriculum eurocentrique parce que on comprend qu'il y a eu certaines avancées, qu'il y a eu beaucoup, tu sais, on a beaucoup misé pendant de longues années sur le multiculturalisme. Hein? Alors, mais à partir du moment où on comprend qu'il y a beaucoup d'iniquités, le multiculturalisme n'est plus vraiment un concept qui tient la route aujourd'hui. Alors, non, ça tout à fait, oui. Effectivement. Alors, il faut vraiment, oui, faire un effort en tant qu'enseignant pour aller chercher à l'extérieur du cadre du curriculum ou du cadre scolaire, pour aller chercher de l'information qui est un peu plus récent, un peu plus sophistiqué, comme vous dites, où les gens ont pris le temps de vraiment amener la vraie histoire, amener les vraies expériences. Amener les expériences authentiques. Exactement. Et dans le cas des Afro-Américains, bon, il y avait Lives Matter, mais on n'a pas beaucoup de ressources encore. Non. Alors que les Premières Nations, bon, peut-être que les Afro-Américains ont besoin de financement. Dans le cas des Premières Nations, bon, là, maintenant, ça commence à croître. Et puis, les Premières Nations, on les voit partout, à la télévision, ils sont journalistes, ils sont médecins, ils sont partout maintenant. Les médias ne nous présentent pas toujours les Afro-Américains non plus, comme experts, comme... bon. Oui, effectivement. Puis ça, c'est une des grosses problématiques, c'est de ne pas reconnaître que les gens de couleur ont aussi une expertise. Ça a toujours été de minimiser l'intelligence des personnes noires, puis de ne pas mettre de l'avant leur expertise. Puis là, tranquillement, ça commence à changer, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières. Oui. Oui. Oui, merci pour le partage, oui. Comment dire, j'ai travaillé beaucoup avec les Roms et les Romas, et eux, c'est encore pire parce qu'on ne parle jamais de cette minorité. Mais bon, ils font partie des groupes racialisés. J'aime pas ce terme, mais bon. Ouais. Alors, une autre question importante, qu'est-ce qui nous empêche d'assumer nos responsabilités? Alors, quand on regardait dans la partie qui était plus grande, là, le plus bas, on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui étaient socialement acceptables, mais qu'en fait, ce sont des micro-agressions que vivent les personnes noires, les personnes autochtones, les personnes de couleur. Puis, pourquoi il y en a autant? Fait qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître ou d'assumer nos responsabilités vis-à-vis ces gens-là? Parfois, c'est la peur, la crainte de... Parfois, les personnes qui ont toujours en suivant de bonnes intentions, peut-être ont peur d'offenser quelqu'un qui cause des problèmes. Mais c'est aussi un manque de compréhension aussi qui empêche beaucoup de personnes de réagir ou même d'agir, ou bien sûr d'assumer les responsabilités en tant qu'alliés. Il y a beaucoup... Parfois, c'est la peur. Oui, puis sincèrement, la peur est un des plus grands obstacles. Moi aussi, je suis d'accord avec vous parce que moi, personnellement, je suis immigrante aussi et je viens de la Corée du Sud et puis j'ai appris le français là-bas. Alors, et maintenant, quand je travaille comme enseignante, les gens me regardent mon visage et puis ils vraiment
je pense que quelques-uns ont la difficulté de faire le lien avec la femme asiatique et avec une personne qui parle français. Alors, moi, bien sûr que je dois surmonter cette préjudice ou bien préconception, d'avoir plus d'avantages, plus de courage de s'exprimer. Mais oui, de temps en temps, j'ai peur, oh, je n'ai pas de chance, ou bien qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis quelque chose, et si je m'exprime de cette façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, la peur vient, oui, c'est ça. Mais moi, je suis ici parce que j'aimerais vraiment apprendre la stratégie ou bien les outils pour mes enfants, pour mes élèves qui, dans ma classe, oui, dans la société, on parle beaucoup de l'iniquité et puis on parle beaucoup de racisme et puis beaucoup de l'agression, mais dans la classe, vraiment, je ne vois pas cette inégalité en tant que des races ou bien en tant que des peaux, de couleurs. Alors, je vois vraiment, il y a beaucoup de possibilités que nous pouvons développer ou bien nous pouvons encourager les élèves d'avoir vraiment l'égalité, tout ensemble. On peut s'avancer vers l'égalité ou l'équité avec tout le monde ensemble. Et vraiment, j'aimerais aider avec les stratégies. Alors, de temps en temps, j'ai beaucoup de difficultés de surmonter ou bien de gérer s'il y a une crise parmi eux, s'il y a quelque chose, comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux exprimer ou bien comment est-ce que je peux exprimer iniquité dans notre société dans la façon facile et dans la façon que les élèves comprennent. C'est ce que je veux savoir. Oui, puis merci beaucoup pour ce partage parce qu'on va vous orienter tout à l'heure vers un site web du COPA qui s'appelle Bien-être à l'école. Puis à l'intérieur de ce site web, il y a plein d'outils justement pour les enseignants au sujet, bon, tu sais, on va parler d'intimidation parce qu'on s'entend qu'à l'intérieur de nos écoles, beaucoup d'intimidations sont liées justement à des idées ou des choses que les enfants ont vues qui sont en lien avec le racisme, des choses qu'ils entendent. Alors, ça va vraiment créer des situations où est-ce il va y avoir de l'intimidation à l'intérieur de l'école ou dans la classe. Fait que, sur bien-être à l'école, tout à l'heure, on va aller voir rapidement, mais prenez le temps d'aller explorer. Il y a des outils, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez utiliser là, si vous voulez vraiment faire ce travail de sensibilisation-là auprès de vos élèves. Puis merci beaucoup vraiment de le nommer parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les enseignants ont l'impression qu'ils ont pas les outils, ils n'ont pas accès ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire, puis c'est tout à fait normal. On n'a pas grandi, on ne nous l'a pas appris à l'école non plus. Comment intervenir quand on voit une situation d'intimidation, une situation où est-ce qu'un élève va faire un commentaire raciste ou un commentaire sexiste? Comment est-ce qu'on intervient? Parce qu'en tant qu'enseignant, on a aussi le mandat d'éduquer, de pouvoir transmettre une information à ces élèves-là. Mais comment le faire? Puis de là viennent beaucoup de nos peurs. On a peur de se tromper, on ne sait pas quoi dire, on ne veut pas que les enfants se sentent minimisés, on veut pouvoir leur donner la possibilité de changer leur comportement, de changer les mots qu'ils disent. Mais comment on fait ça? Puis sur le site de Bien-être à l'école, moi, je vous invite vraiment à aller l'explorer parce qu'il y a tous ces outils-là. Puis, si vous vous en voulez davantage, bien, donnez-nous un coup de fil, puis on va pouvoir vous aider. Mais effectivement, la peur, c'est une des choses qui nous empêche d'aller vers l'autre.
c'est ça qui nous empêche de reconnaître aussi que nous, en tant que Blancs, on vit aussi avec les traumatismes qui ont été créés par ceux qui étaient là avant nous. Et on le porte à cause de notre couleur blanche, mais on porte aussi plus de privilèges. Puis on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais ce privilège-là qu'on a en tant que personne blanche, on peut faire un changement. On peut l'utiliser de façon positive pour être complice, pour pouvoir en parler, pouvoir nommer les choses aux autres personnes de notre couleur pour les sensibiliser. Puis ça, on va en parler un petit peu. Là, je m'avance un peu, là, mais je suis très... on va en parler un petit peu plus tout à l'heure aussi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Le continuum de l'oppression. Alors, on a nommé, j'ai nommé le privilège blanc. Donc, ce que ça veut dire, c'est en tant que personne blanche, j'ai, par exemple, moi, plus de privilèges que d'autres personnes dans ma communauté. Et ces privilèges-là, je peux les utiliser de façon négative ou de façon positive. Donc, quand on l'utilise de façon négative, le privilège, ça nous amène vers la discrimination implicite et la discrimination explicite. Alors, discrimination implicite, là, c'est un peu ce qu'on a vu, toute la partie plus large de notre triangle, là, où est-ce que on compte là-dedans les microagressions, les comportements qui font que on utilise nos privilèges de façon négative puis que ça a un impact sur la qualité et les droits des gens noirs et de couleur et les personnes autochtones. Puis après ça, bien, il y a la discrimination explicite. Bien là, c'était la partie qu'on voit plus, puis qu'on va nommer comme étant pas acceptable. Donc, notre privilège en tant que Blanc peut être utilisé de façon négative. Ensuite de ça, il y a aussi un privilège qu'on utilise de façon positive. Donc, il nous amène plus vers la sympathie, de peut-être un peu reconnaître que oui, il y a des inéquités, il y a des inégalités, on n'a pas tous accès à la même chose, puis il y a de la sympathie qui est créée là. Mais plus loin que ça, on veut aller vers l'empathie. Puis ça veut dire être complice, qu'on nommait autrefois allié. Alors, être un allié. Nous, on aime plus utiliser être complice parce que je ne peux pas parler de l'expérience noire en tant que blanche, je ne peux pas parler de l'expérience autochtone en tant que blanche, mais je peux nommer les injustices qui sont faites envers ces gens-là. En tant que blanche, je peux dire j'ai un privilège et il y a des gens blancs qui utilisent ce privilège-là de façon négative et ça crée du préjudice, la discrimination. Mais moi, je peux le nommer. Je peux utiliser mon pouvoir en tant que personne blanche pour nommer les injustices, le dire que ce n'est pas correct, que ce n'est pas acceptable et de pouvoir enseigner ou transmettre aux autres personnes blanches, bien, comment est-ce qu'on peut faire pour changer nos comportements, pour diminuer la violence, diminuer les préjudices, puis essayer le plus possible d'agir en tant que complice auprès des personnes noires, des personnes autochtones, puis des personnes de couleur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parfait. Bon, c'est un projet qui n'est pas toujours facile. Non. Quelquefois, parce que quelquefois, on voit des enfants qui sont de minorités racialisées, qui viennent à l'école, c'était avant la pandémie, ça m'est arrivé, sans avoir de manteau chaud, de bons habits pour l'hiver. Et dans les écoles, au TDSB, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais si par exemple, on dit, est-ce que tu aimerais avoir un manteau? Parce que je peux t'en trouver un. Et puis qu'on le donne, l'enfant peut être content, mais les parents sont révoltés. C'est pas facile. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je peux pas emmener, faisant de l'éducation environnementale, une enfant sans manteau dehors. Alors, il y a une sensibilité à avoir, et je trouve que sans la connaissance du milieu,
C'est très, très difficile, je trouve. Il faudrait connaître le milieu et puis aller à des fêtes communautaires, parce qu'on n'habite pas forcément dans une communauté avec des Noirs, et puis même s'ils se trouvent dans la même communauté que vous, ils peuvent avoir eu une éducation, des diplômes universitaires, donc l'expérience est complètement différente. Quand on parle des Noirs, il y a toutes sortes, comment dire, la communauté noire n'est pas homogène, comme ça a été répété souvent pendant les élections. Alors, je trouve que c'est une expérience très difficile quand on est dans le cadre de l'école. Et puis, moi, je sais que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Quand on regarde des relations avec les parents, et les parents, eux aussi, vivent de la peur. Et ce qui est important de reconnaître, je crois, c'est les parents ont d'abord intérêt, comme pour nous, pour nos élèves, le bien-être de leurs enfants. Puis quand on réussit à établir un lien avec le parent en reconnaissant qu'ils font un bon travail, puis que ce n'est pas toujours facile, puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir comme s'entraider puis pouvoir soutenir l'enfant. Fait que quand on comprend un peu mieux puis qu'on se regarde aussi en tant que parent, si on est parent, comme qu'est-ce qui vient nous chercher quand l'école nous appelle ou quand l'école nous offre un service, parce que l'école, c'est aussi un système qui a beaucoup de pouvoir dans notre société. Alors, ça peut faire un peu peur aux parents. Mais quand on reconnaît ça, puis ça va faire tomber les barrières, puis ça peut vraiment aider à ouvrir la communication entre l'école et l'enseignante ou l'enseignant et les parents. Parce que c'est ça, comme on vit dans un système où est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir et de privilèges que les autres. Puis pour des parents qui sont racialisés, ils sont face à ce système-là qui est beaucoup plus fort qu'eux. Alors, il y a beaucoup de peur. Puis ils entendent beaucoup d'histoires aussi, on ne se le cache pas, là. Tu sais, c'est comme... fait que pour défaire les mythes, pour arriver à avoir un lien avec les parents pour pouvoir mieux soutenir les élèves qui vivent des choses difficiles, c'est vraiment de tranquillement laisser ces barrières de la peur-là tomber puis établir un lien avec eux. Comme avec les autres parents, d'ailleurs. Oui, tout à fait, exactement. Ça s'applique à tous les parents, hein. Peu importe nos origines, notre culture, c'est vraiment ça, c'est examiner. Essayer de dire, c'est que bon, il y a parfois des différences, même dans les tempéraments, dans la façon de prendre. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion toujours de beaucoup connaître. J'ai par exemple connu dans un groupe racialisé, mais pas tous. Ça, ces expériences-là est très difficile à acquérir. Oui. Mais à partir du moment, là, vous voyez, ça, c'est une des pages que vous retrouverez sur Bien-être à l'école. On examine le pouvoir et les privilèges. Puis, comment est-ce que dans notre société, il y a des avantages qui sont automatiquement accordés à un groupe social qui est plus dominant. Alors, puis, ça, il y a des responsabilités qui viennent avec ce pouvoir-là, puis ce privilège-là. Puis, vraiment, prenez le temps d'aller lire toute l'information parce que ça peut vraiment donner des pistes pour pouvoir justement se questionner puis rétablir nos relations avec les gens dans nos communautés qui ont moins de privilèges puis qui ont moins de pouvoir. Fait comment est-ce qu'on peut utiliser notre privilège de façon responsable? C'est en écoutant, fait que ce que je viens un peu d'expliquer, puis en apprenant. Fait qu'on a besoin
de désapprendre les choses qui nous ont été transmises en lien avec les relations entre les personnes, entre nous, les Blancs, et les personnes de couleur, les personnes noires, les personnes autochtones. Alors, il y a un processus de désapprentissage puis de réapprentissage. Alors, on déconstruit les mythes, on déconstruit les choses qu'on a entendues qui étaient, dans le fond, des injustices pour mieux apprendre à changer nos approches. Être complice, défendre les droits, perturber. Des fois, on a besoin de perturber, de questionner, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? On voit qu'il y a des inégalités, il y a des injustices. Bien, des fois, il faut aller questionner puis dire qu'est-ce qu'on peut changer dans notre école pour rétablir, pour équilibrer le pouvoir, pour pouvoir donner accès aux mêmes privilèges pour tout le monde. Puis des fois, bien, ça nous demande de changer de leadership. Hein? Quand on parle de changer de chef, bien, il faut changer notre leadership. On doit se réapproprier un leadership plus équitable. Utiliser son pouvoir et ses privilèges pour lutter contre l'oppression. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Reconnaître l'oppression d'abord pour ensuite parler de diversité et d'inclusion. On ne peut pas parler de diversité et d'inclusion si on n'a pas reconnu que l'oppression, elle existe. C'est juste une fois qu'on l'a reconnu qu'on peut aller vers la diversité et l'inclusion. Avoir une intention de changer les choses, une intention qui est explicite, puis on fait un travail délibéré. On est dans l'action pour faire changer les choses. Puis les personnes marginalisées se font toujours promettre des choses, mais sont toujours refusées. Puis ça, il faut le garder en tête. Puis on travaille beaucoup au COPA à travers notre programme de travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles. Ils nous disent, les familles arrivent ici, sont nouvelles arrivantes, et ils se sont fait promettre des choses, puis là, ils nous disent, mais où sont toutes ces choses-là? Parce qu'on ne les voit pas, on ne les a pas, puis on se sent marginalisé, on se sent exclu, puis isolé. Fait qu'il faut, c'est quand même un travail important de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment faire changer les choses dans notre société. Qu'est-ce qui nous empêche de dénoncer l'équité? Tout à l'heure, on a nommé la peur, mais y a-t-il d'autres choses qui peuvent nous empêcher de dénoncer? Il y avait un commentaire avant. Oui. Et je pense que ça marche ici aussi. Juliana avait dit qu'il y a un manque d'expérience personnelle, de ne pas avoir vécu cette expérience. Oui. Oui, effectivement. Ça peut avoir un impact. Quand on n'a pas l'information, c'est difficile de pouvoir agir, n'est-ce pas? Fait qu'à partir du moment, parce qu'une expérience, c'est de l'information qu'on reçoit, alors qu'on la reçoive de façon plus, à travers nos apprentissages à l'école ou de façon plus formelle ou de façon plus informelle, c'est quand même une information qui nous vient, puis que là, on peut arriver à dénoncer, arriver à faire changer les choses. Mais si on n'a pas l'information, on ne peut pas rien faire. C'est vraiment très difficile à ce moment-là. En plus, moi, j'ai vécu des expériences, malgré le fait que je possède beaucoup de privilèges en tant qu'homme blanc. Oui. J'ai vécu certaines expériences vraiment négatives où celles et ceux qui avaient le pouvoir ne reconnaissaient pas le fait que certaines actions faisaient mal à plusieurs personnes, font mal à plusieurs personnes et créent un environnement, une ambiance où la valorisation des personnes ne soit pas présente. C'est vraiment difficile de vouloir agir quand on n'est pas capable d'agir. Oui. Vous avez tout à fait raison, Jimmy. Puis ça, c'est une des choses... j'ai lu un article. Elle est en anglais, cet article-là. Peut-être que je vous la partagerai quand même, mais ça parlait justement de qu'est-ce que tu nommes maintenant. Quand on est une personne blanche puis qu'on veut amener le changement, mais qu'il y a une résistance. Alors, on veut dénoncer, on veut pouvoir, mais
y a des institutions qui ont plus de pouvoir qu'une personne, n'est-ce pas? Comme le milieu scolaire, c'est une institution. Le milieu de la santé, c'est une institution. Nos droits, les lois, c'est une institution. Alors, l'institution a beaucoup plus de pouvoir, par exemple, que des individus dans beaucoup de situations. Alors, comment est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de dénoncer les inéquités, effectivement. Et Julia avait dit, pour ajouter, la culture d'une école ou la direction. Oui, effectivement. Les gens qui ont plus de pouvoir. Parce que même dans une école, les enfants sont au bas de l'échelle. C'est eux qui ont le moins de pouvoir. Après ça, ben, il y a les enseignants. Puis après ça, il y a les directions. Au-delà des directions, il y a tout le système. Alors, on voit que il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises dans les écoles, effectivement, puis ça peut être extrêmement frustrant. Et frustrant et douloureux aussi. Oui, tout à fait. Parce que, bon, c'est une question de politique. Inéquité, c'est, oui, une question de politique et on peut ne pas vous aimer quand, bon, pas que on sait qu'on va déplaire en dénonçant des inéquités. Si on essaye de les réduire avec des programmes scolaires qui sont bons pour tout le monde, on peut se dire, oh oui, mais vous ne faites pas assez de maths, vous ne faites pas assez de ci, vous n'avez pas... Une direction peut faire ce qu'elle veut. Elle peut même vous convaincre que vous êtes un professeur qui ne fait pas son job. Il y a des politiques. Bon, je pense que dans le cadre de ETFO, tout le monde le sait. Il y a des violences dans les écoles, il y a tout un tas de choses. Oui. Et on a beaucoup de soutien de la part du syndicat, mais bon, c'est pas nouveau. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des freins. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'avancer, effectivement, puis vous en avez nommé plusieurs. Et ce qu'on a aussi, moi je parle toujours du TDSB, on a aussi des collègues, et c'est très important de se trouver des alliés, et même les collègues peuvent avoir beaucoup d'expérience. Dire, bon, si par exemple tu veux donner de la nourriture, parce que bon, on jette de la nourriture avec les snacks tous les jours, ben, viens à la bibliothèque, apporte ton snack, et puis moi je sais regrouper des élèves, et puis je vais dire, oh, il y a de la nourriture, qui en veut? Mais si tu dis, tu veux donner de la nourriture à des gens qui n'en ont pas, personne ne viendra. C'est tout un tas de savoir-faire qu'il faut apprendre et qu'on apprend des alliés, justement. Oui, exactement. Puis, je pense que c'est là où est-ce qu'on va trouver la force, c'est de pouvoir aller chercher les gens qui, comme nous, ont la même réflexion, puis qui vont, où on peut travailler ensemble, puis pouvoir faire pencher la balance, effectivement. Exactement. Oui. Alors ici, dénoncer, c'est justement ce qu'on parle maintenant, dénoncer et se responsabiliser. Nous pouvons être braves et ne pas avoir peur. Fait que dénoncer l'inéquité comme le sexisme, le racisme, l'homophobie, le classisme, observer la honte, le blâme, l'attitude défensive, le malaise et la culpabilité. Fait que ça, là, c'est le premier pas. Là. À l'intérieur de nous, là, on doit regarder qu'est-ce qui nous empêche. Oui, des fois, c'est la honte. Souvent, les gens vont dire, j'ai peur de dire quelque chose parce que je suis une personne blanche, puis j'ai honte de qu'est-ce que les Blancs ont fait. Right? Fait que ça empêche un individu d'avancer. Il y a des gens qui vont se blâmer ou avoir une attitude défensive devant un renseignement ou une information qu'ils reçoivent, puis de vivre avec ce malaise-là, puis la culpabilité, c'est vraiment comme... Mais c'est important de travailler vraiment sur comment on se sent. Puis tout à l'heure, au début de la formation, j'ai dit, on peut vivre des malaises, mais ce qui est important, c'est de regarder d'où ça vient, ce malaise-là. Puis comment est-ce que je peux faire pour changer ça.
la responsabilisation individuelle et systémique, fait qu'admettre ses erreurs puis apprendre de ses erreurs. Je veux dire, on l'enseigne aux enfants. C'est correct de faire des erreurs, ça nous arrive, mais on peut apprendre de ces erreurs-là, puis c'est là que le changement arrive. On peut faire un changement à partir du moment où on admet. On peut choisir de se comporter différemment. Puis donner l'exemple des comportements, puis être transparent. Je pense que on n'a pas toute l'information, puis de le dire, j'ai pas toute l'information, j'ai pas tous les outils. Où est-ce que je peux aller chercher ces outils-là pour pouvoir justement dénoncer, puis trouvé le courage pour le faire? Ça prend du courage parce que justement, on n'est pas dans un système qui est facile. Alors, ça prend beaucoup de courage de faire ça, puis quelles sont les ressources autour de moi qui peuvent m'aider à aller chercher ce courage-là, puis diminuer ma peur pour pouvoir augmenter ma capacité de dénoncer des situations d'iniquité. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose aussi? Oui, vas-y. Juste sur le point de se responsabiliser, je dis toujours que le racisme anti-noir n'est pas juste noir et blanc. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi facile de résoudre ce problème. Et je pense que si on prend conscience de ça, si on se sensibilise de ça, on va voir que oui, on va avoir des erreurs. On va avoir des petites fautes ici et là, et c'est correct. Le fait que vous êtes une personne qui essaie de faire une différence, ça déjà, ça montre, c'est ça qui apporte un changement positif, effectivement. Et ne soyez pas trop honte de ça, parce que ça prend du temps et c'est pas aussi simple que ça. Le racisme systémique est tellement complexe. Donc, prenez votre temps et oui, je voulais juste assurer les gens un peu. Mais oui. Merci, Janine. Merci. Donc, on est là, ce que vous voyez devant vous, c'est le site web de Bien-être à l'école, puis vous verrez, il y a toutes sortes de ressources. Et ici, les ressources sur l'équité et l'éducation inclusive, là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. On y parle de racisme, d'homophobie, de sexisme. Vous allez avoir toutes sortes d'informations. Il y a des modules de formation aussi. Fait que dans les modules de formation, on a l'équité, l'éducation inclusive. Fait que allez voir, allez vous promener, c'est tellement exceptionnel tout ce qu'il y a là-dedans. Puis, tu sais, ça va répondre à vos questions, ça va vous donner du courage. Vous pouvez partager avec vos collègues aussi tout ce que vous allez trouver ici. Quand on a des ressources, c'est plus facile de comprendre, puis c'est plus facile aussi ensuite d'aller porter le message. Et aussi de sensibiliser les autres gens et leur donner aussi des ressources en plus. Ça aide aussi parce que tout le monde a une responsabilité personnelle. C'est pas juste à vous d'aller d'ici et d'enseigner tous vos collègues. C'est aussi leur responsabilité aussi. Oui. Donc, Oui, tout le monde a besoin de prendre cette responsabilité-là, effectivement. Okay, je vais repartager le... Je suis juste consciente du temps, Céline. Oui, j'ai vu qu'on dépasse un peu le temps. On va essayer d'accélérer le processus. Je vais ouvrir juste un instant. Excuse-moi, est-ce que je peux poser une question? Oui. Le site que vous avez mentionné, quand vous avez expliqué Cohabitat en dessin animé, quelque chose, est-ce que c'est ce site où je peux trouver le dessin animé pour les petits? Parce que j'enseigne la maternelle, dans la maternelle, alors j'ai besoin vraiment des ressources qui est très facile. Oui, fait que le bien-être à l'école, c'est vraiment plus pour les enseignants, fait que pour vous, pour aller chercher de l'information. Copa Habitat, c'est pour les familles, donc les enfants, les parents. Puis vous pouvez utiliser les petites vidéos. C'est la famille capsule. C'est la famille qui est la vedette de toutes nos capsules vidéo. Alors, c'est très, très beau, les couleurs. Puis
c'est facile, on peut partager avec les enfants aussi ces capsules-là. Alors, Cohabitat, je peux trouver aussi ce site, si je vais à ce site, bien-être à l'école. Bien-être à l'école, oui. Copa Habitat, je pense qu'on va pouvoir le mettre dans le chat, les liens pour les différents sites web. Oui, je vais l'ajouter. OK, on va pouvoir les alors, alors, vous allez envoyer oui. site. Oh, le lien, merci beaucoup. OK. Ça fait plaisir. Est-ce que vous allez nous envoyer un email? Parce que je le vois sur le chat, mais je ne peux pas faire cut and paste parce que je n'ai pas mon document ouvert. Est-ce que vous allez envoyer les liens par email demain, par exemple? Oui, Ok, donc, merci. demain, vous allez tous recevoir un email qui contiendra, enfin un courriel, pardon, qui contiendra l'enregistrement de la présentation de Céline et Janine et aussi les liens qui ont été partagés et les ressources. Tout ça sera envoyé demain par courriel, donc pas de problème. Ok, merci. Merci. Donc, quand on... je suis juste consciente du temps, Céline. Est-ce qu'on va jusqu'à 5h30? Oui, on n'aura pas le choix. OK. OK. Donc, on voulait juste aussi adresser, redresser le déséquilibre du pouvoir dans vos environnements scolaires. Donc, comme vous le savez, en tant qu'éducateur, éducatrice, vous avez aussi beaucoup de pouvoir dans vos environnements scolaires. Et au COPA, on a des outils et des liens et tout pour comment vous pouvez donner plus de pouvoir à vos étudiants, élèves et tout. Et ça, c'est très important quand on parle des élèves qui sont racisés, de reconnaître et de savoir que dans les environnements scolaires, c'est possible qu'ils sont encore plus minorités et c'est encore plus concentré et c'est leur vie vraiment, c'est comme l'école, ça fait une grande partie de leur vie et ils sont là pendant plusieurs heures durant la journée, même si c'est sur Zoom dans ce moment, ça fait une grande différence quand les personnes avec le plus de pouvoir utilisent leur pouvoir de façon positive, comment nous avons mentionné ça. Oui. Et, oui, excuse. Vas-y. Non, c'est correct, vas-y. Oui, donc sur notre site, on a sur bien-être à l'école, il y a une section aussi qui est, je pense que c'est sous module de formation. Juste sous comment être allié, il y a devenir un allié, il y a plein de ressources de comment favoriser une prise de conscience, s'ouvrir. Il y a plein de ressources de comment on peut vraiment soutenir et créer un environnement qui soutient les minorités, les élèves qui sont racisés. Donc, vous pouvez prendre le temps et on va vous envoyer ça, sûrement. Oui. Oui, et dans nos ressources, oui, on va vous donner le temps. Non, ça va, parce qu'on doit finir. Donc, il y a plein de ressources, mais aussi, on voulait juste mentionner aussi c'est l'adultisme. Et peut-être c'est un mot qui est nouveau pour vous, mais l'adultisme, c'est vraiment par rapport aux discriminations vers les jeunes, vers les enfants des adultes. Donc, comprendre que, encore que en tant qu'adultes, nous avons plus de pouvoir que les jeunes, utiliser notre pouvoir de façon positive est très important et comprendre aussi que parfois les élèves viennent de différents pays, leur vie quotidienne à la maison, c'est très différent que leur vie scolaire. Tu sais, tout le monde apporte des choses différentes dans nos milieux scolaires et parfois on ne voit pas ça, mais prendre un peu de temps de se sensibiliser et de savoir qu'encore on a un pouvoir par rapport aux jeunes en tant qu'adultes et de l'utiliser de façon de soutenir les jeunes et de les aider durant leurs études.
Vraiment, c'est comme dans le but d'augmenter leur capacité. Puis dans un milieu scolaire, on parle souvent d'augmenter leur capacité intellectuelle au niveau des apprentissages qu'ils ont à faire selon le curriculum, mais il y a aussi tout un côté social. Puis on sait très bien qu'en tant qu'enseignant, on a aussi un peu cette responsabilité-là, un peu beaucoup même. Alors, tu sais, c'est là l'importance de pouvoir augmenter leur capacité aussi, mais plus du côté social, justement en dénonçant les injustices, puis en leur montrant à eux aussi qu'ils peuvent faire une différence, qu'ils peuvent être des alliés. Et qu'on peut être modèle pour les jeunes Oui. Dans ces milieux aussi. Oui, tout à fait. Alors, on est à la fin. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires? D'accord. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? J'aimerais vous remercier de votre excellent atelier. C'est encore un bel exemple d'excellente formation que vous faites pour nous, les personnels enseignants, les personnels qui travaillent dans le domaine de l'éducation. C'était énormément apprécié. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis là, on vous a donné une espèce de vue rapide, mais si dans vos milieux, vous avez besoin ou vous voudriez faire profiter les enseignants à des formations beaucoup plus pointues, elles sont disponibles au COPA, puis vous avez juste à nous écrire, puis nous communiquer vos besoins, puis à ce moment-là, ben, on pourrait venir soutenir vos efforts dans vos écoles, dans vos milieux scolaires. Est-ce que vous faites ça en français ou en anglais? On le fait. On est un organisme provincial francophone. On a une capacité anglophone, cependant. Alors, tous les projets sont aussi offerts en anglais. Oui. Alors, il y a capacité. Donc, quand on va sur le site du COPA, j'imagine qu'il y a le volant, le côté anglophone aussi. Oui, exactement. Vous avez les choix de langue. Puis, il y a même certaines ressources qui sont traduites en arabe, en mandarin, dans 7 langues autochtones aussi, là, je ne pourrais pas vous les nommer toutes. Anglais, français, arabe, mandarin, c'est ça, puis les 7 langues autochtones. OK. Oui. Merci beaucoup, un grand merci, c'est très utile. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Merci tout le monde d'être là. Oui. Je vais arrêter mon partage pour pouvoir permettre à Michel de partager son écran. Et bien voilà, donc je vais partager mon écran. Juste 2 petites diapos pour terminer. Voilà. Écoutez, je voulais juste vous remercier toutes les deux, Céline et Janine, parce que c'était vraiment un des meilleurs webinaires. J'en fais déjà depuis plusieurs années et j'ai trouvé que c'était vraiment absolument excellent. Et enfin bon, voilà, bravo. Et il y a beaucoup de verve, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion dans tout ce que vous dites. Et évidemment, vous transmettez tout ça avec, de façon très, très efficace. Je voulais aussi remercier toutes les participantes, Juliana qui a beaucoup participé dans la boîte de chat, Chantal qui nous a fait part de son expérience sur le terrain qui était très intéressante, surtout quand elle parlait des disparités économiques et financières, des problèmes de pauvreté qui sont probablement, enfin en tout cas de mon point de vue, les inéquités principales, en tout cas une des inéquités principales qui est toujours les différences immenses entre les have et les have-nots, entre les riches et les pauvres. Et aussi, j'oublie les noms, qui y avait Marie aussi qui a participé beaucoup. Et puis Jimmy aussi, Jimmy, j'avais déjà travaillé avec lui dans le passé, donc c'est toujours un plaisir de le voir sur une des présentations de OTF en lien. Donc juste pour vous dire que demain, vous allez recevoir un courriel de suivi et vous aurez toutes les ressources dans le courriel de suivi. Je vais aussi les mettre dans la boîte de chat. Comme ça, si jamais vous voulez déjà y accéder aujourd'hui, attendez une petite seconde, je les mets, et vous allez voir qu'il y a un formulaire d'évaluation on va vous demander simplement quelques petites questions. Ça nous permet d'améliorer nos sessions, nos webinaires
parce que vous allez pouvoir nous donner des suggestions, nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui marche très bien ou moins bien. J'ai aussi mis mon adresse email si nécessaire. Voilà, nous avons encore beaucoup de sessions dans les prochains mois. Nous en avons encore au mois de décembre et beaucoup au mois de janvier et février. Et je vais vous inviter à visiter le site de la FEO où vous pourrez trouver donc le calendrier de OTF Connex de la FEO en lien avec toutes les sessions que nous avons. Je crois qu'il y en a encore une vingtaine jusqu'à la fin du mois de février. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes pour votre participation, toutes et toutes en fait, parce que c'était les dames qui étaient en majorité ce soir. Donc merci à toutes et à tous et je vais maintenant arrêter l'enregistrement de la session et puis on peut encore chatter un peu quelques minutes et puis j'espère qu'on vous reverra encore sur la FEO en lien dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Voilà, merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon appétit. Bon appétit.